Je vous ai déjà expliqué il y a quelque temps, je vous ai parlé qu'un mandat comme M. Legault avait obtenu, c'est-à-dire presque 90 députés, c'est pas loin de 100 députés, c'est comme un peu M. Bourassa avait eu en 1973, que c'était pour être un mandat quasiment impossible à réaliser. Et je vous avais fait la démonstration à ce moment-là qu'après avoir raflé à peu près tous les comtés au Québec en 1973, 3 ans après, dans une élection précipitée, M. Bourassa s'est fait battre. Et c'était quasiment impossible, là. On parlait avec les gens, puis les gens nous disaient, voyons donc, même si vous perdez 50, 40, 50 députés, il va vous en rester 58, 60, et vous allez ça va être suffisant pour avoir le pouvoir. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Alors, on se retrouve maintenant dans ce deuxième mandat de M. Legault. Il a tout fait, évidemment, pour avoir le plus grand nombre de députés possible, c'est normal, mais voilà que ça pète de partout. Je vous ai dit aussi que l'État du Québec était en phase terminale quasiment dans plusieurs de ses ministères. Pas besoin de récapituler trop l'épisode de la SAAQ. Pas besoin de récapituler aussi trop les difficultés qu'on a en santé. Alors, quand on regarde tout ça, là, on sait très bien que les moments sont difficiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de promesses non tenues. Moi, là, personnellement, après avoir examiné tout ça, c'est impossible que M. le Premier ministre Legault n'ait pas dans la tête que ce mandat-là qu'il faisait, de plus que le lien, parlons du fameux lien à Québec, Québec-Lévis, là, que c'était pas réalisable. À peu près tout le monde disait ça n'a pas de bon sens parce que vos projections de 5, 6 milliards, ça va être des projections de 10 milliards. Et je sais jusqu'à quel point c'est difficile parce que déjà, on a passé une ligne électrique, moi, durant que j'étais au pouvoir. Je me rappelle, j'ai travaillé ça à Deschambault, si ma mémoire est fidèle. On a passé une ligne sous-fluviale. Et c'était déjà très compliqué. On a quasiment viré l'Hydro-Québec à l'envers pour passer ça. C'était juste de passer des câbles en dessous du fleuve, là. C'était pas grand-chose, là. C'était un petit tunnel, passer des câbles là pour éliminer à Deschambault et des Chaillons dans ce coin-là, là, pour éliminer ce qu'on appelle les fameux fils là, qui défaisaient un peu l'image de ce beau village-là. Alors, on avait fait ça, l'Hydro-Québec nous jurait par-dessus tout que c'était impossible, et pourtant, il y a des spécialistes qui sont venus nous démontrer. Je me rappelle qu'on était 3 ministres à ce moment-là assis dans un conseil, et je peux vous dire lesquels. Il y avait Michel Pagé de Portneuf, il y avait moi-même, puis il y avait Maquiman Côté, et on était assisté de Mme Bacon, la vice-première ministre, qui avait eu ces confidences-là, que c'était possible de le faire, et on avait démasqué l'Hydro-Québec là-dessus parce que ça coûte une petite fortune. Donc, c'est pas la première fois qu'on parle de ça. Mais là, le lien là, avec des fameux tubes là, pour faire passer le trafic, pour avoir un lien direct entre les villes, tout ça, on sait très bien que l'évaluation de 6 milliards, ça allait en coûter presque le double. En tout cas, minimum 10 milliards. C'était pas tout le monde qui était d'accord avec ça, mais vous savez, un gouvernement, là, M. Legault ne me fera jamais à croire, moi, qu'il ne connaissait pas ça et qu'il ne savait pas ça. Parce que M. Legault et un gouvernement, là, ça a des tonnes et des tonnes de paperasse d'enquêtes qu'ils font. On n'aura pas dit que les gouvernements ne gouvernent pas avec les sondages, là. Allez voir le nombre de sondages que font les partis politiques et allez voir le nombre de sondages que les gouvernements font. Là. Ils savent très bien que si ils s'orientent d'une façon ou d'une autre, ça va être facile à passer ou moins facile à passer. Donc, M. Legault savait très bien, avec les sondages qu'il possédait avant les élections, qu'il n'y avait pas le choix de continuer puis de taper le clou concernant ce fameux troisième lien. Alors, examinons comment M. Legault s'est comporté.
Il a dit, advienne que pourra, peu importe le prix, le troisième lien va se faire. Alors, regardons maintenant les agissements comme chef de parti de M. Legault, comment il a agi. Pour avoir une équipe solide dans ce coin-là, il est allé chercher Martine Biron, qui était une personnalité bien connue du coin, parce que bien connue, non seulement parce qu'elle faisait affaire dans ce coin-là aussi, mais bien connue parce que c'était une journaliste qu'on a bien connue, qu'on a bien vue à la télévision. Il est allé chercher un gars comme Bernard Drainville, qui avait deux personnalités là, qui allaient lui aider passablement du côté de l'autre bord du fleuve à Québec pour tâcher de gagner le pouvoir, gagner le plus de députés possible. Alors, on se retrouve, M. Legault se retrouve aujourd'hui en sachant très bien qu'il fallait à tout prix qu'il maintienne sa promesse sur le troisième lien pour tâcher de garder un nombre de députés suffisamment de l'autre côté du fleuve, à Québec, pour tâcher de garder le pouvoir. Alors, c'est sûr, à ce moment-là, tu as tout fait pour tâcher de garder le pouvoir. Alors, il se retrouve avec à peu près la totalité des députés dans ce bout-là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? M. Legault se retrouve à être obligé. Et moi, là, on ne me fera jamais croire que M. Legault ne savait pas que c'était un lien qui était impossible à faire de la façon dont il l'avait présenté. Alors, il est obligé de rompre sa promesse ou d'offrir quelque chose de différent. Et encore pire, on remarquera qu'il a donné à ces deux personnalités-là, qui lui ont aidé à garder le nombre de députés du côté de la Beauce et du côté de Bellechasse, du côté de Lévis. Il a donné des portefeuilles qui sont assez impressionnants, mais on en parlera un petit peu tantôt avant de terminer, là. En éducation, là, c'est pas de tout repos, là. Alors, c'est probablement une façon de les tenir très occupés. Et puis, je vais vous dire franchement, est-ce que si Bernard Drinville, justement, avait ou reluquait un peu la succession de M. Legault, là, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur ministère qu'il pouvait avoir. Alors, on se retrouve aujourd'hui où M. Legault dit, ben, je suis obligé de rompre ma promesse. Et c'est la job d'un premier ministre responsable. Hein. Habituellement, M. Legault a beaucoup de facilité et il s'excuse à peu près sur tout et sur rien. Mais évidemment, cette fois-là, il dit, je ne m'excuserai pas parce que j'agis en premier ministre responsable à cause des coûts. M. Legault, c'est incontable. Il savait ça. Tout le monde l'avait avisé là-dessus. Il savait aussi très bien que ça fait des années que le gouvernement se trompe de fois de 30 à 40 l'évaluation des projets qu'il fait sur n'importe quel grand projet. Hein? J'ai juste à vous rappeler que dans le coin de Laval, là, quand on a allongé le métro dans le coin de Laval, là, il a doublé le projet. Pourquoi? Parce que si on avait donné le vrai prix en commençant, là, le gouvernement n'aurait pas embarqué là-dedans. Il a embarqué parce il croyait que c'était un prix qui était raisonnable, puis après ça, ben, ça coûte le double. Alors, c'est la même chose qui serait produit là. Alors, M. Legault ne me fera pas en croire qu'il ne savait pas. M. Legault ne me fera pas en croire non plus que euh, il n'y avait pas l'intention de tromper. Il y avait surtout l'intention d'avoir le plus de députés possible. Et si M. Legault avait dit avant les élections, oubliez le troisième lien, ça va coûter trop cher, là, ben, pas compliqué, il n'y aura pas de députés dans ce coin-là. Hein, parce que ça a fait une mini-crise. Alors imaginez-vous, on se retrouve avec M. Legault avec un mandat très fort. C'est pour ça que je parle mandat gouvernemental difficile, là. Ça a été difficile, mais ça a pris 2 ans à M. Bourassa avant de frapper du dur. Là, ça fait 6 mois et déjà, il y a vraiment une crise à l'intérieur du caucus. Et il y a un sondage qui vient de sortir. On aime ça, les sondages, là, quand on est politicien. Il y a un sondage qui vient de sortir qu'il y a seulement 29 du monde
qui acceptent qu'il ait changé de troisième lien avec la nouvelle façon dont il propose. Et la majorité de ces gens-là disent, de toute façon, ça ne se fera pas ça non plus. Alors, est-ce qu'on est en train, comme politicien, de gagner deux, trois élections avec un lien qui ne se fera pas? Ça ressemble un peu à ce qu'on disait dans le temps du Duplessis, hein? Faire une route en asphalte, là, tu promets ça trois élections, puis tu gagnes tes trois élections. C'est à condition de la faire la troisième shot. Hein? Ben, c'est ça la réalité. Alors, ce mandat, il est difficile. Et il est difficile parce que la santé, c'est ingérable. Il est difficile parce qu'avec la SAC, on sait ce que c'est, là. On sait qu'ils sont encore dans le trouble. Et heureusement que, dans le fond, la beauté de l'affaire, c'est que M. Legault, il y a une vice-première ministre qui est assez talentueuse. Hein? Elle est une femme qui s'exprime bien, elle n'a pas peur des défis, elle parle beaucoup. Et comme elle parle beaucoup, il n'y a pas grand place pour les questions. Et à partir de ce moment-là, elle réussit à convaincre d'une certaine façon, mais ça ne convainc plus personne d'une façon ou d'une autre. Elle est arrivée l'autre fois, je la regardais là, avec une pile de documents en disant ben, on a des études pour tâcher de dire que c'est prohibitif. Là. Mais à l'intérieur de ces études-là, là, il y a bien des choses à cavillarder. Encore là, on a demandé à M. Legault avez-vous regardé? Dites-nous ce que ça va coûter. Ah, ben, il ne sait pas encore, pas trop sûr ce qu'il va faire. Puis il y a des chiffres là-dedans qui démontreraient, mais les chiffres sont caviardés. Jamais M. Legault me fera croire à moi, comme il est comptable de profession, que la première des choses quand tu t'adresses à un comptable qui parle, c'est as-tu une idée de ce que ça coûte? Alors, c'est impossible qu'un comptable, là, M. Legault se soit laissé cavillarder des chiffres en pleine face et puis qu'il n'ait même pas eu l'occasion et même pas eu l'idée de demander comment ça va coûter notre nouveau lien. Là. C'est impossible, ça. M. Legault est trop sérieux pour faire ça. Mais M. Legault, évidemment, c'est un dur coup. Il a à protéger ses arrières et s'il veut garder le pouvoir, déjà, il est obligé de faire un caucus spécial pour tâcher de garder ses députés parce qu'il s'agirait qu'il y ait une dizaine de députés là, à un moment donné qui soit s'en aillent dans l'opposition ou qui commencent à grogner trop fort. Il faut penser que M. Legault va tout de même devoir passer au niveau de son parti à une évaluation. Là. Alors, il y a peut-être des députés, là, quand il va arriver le temps de donner le vote de confiance à M. Legault, quand il va avoir le temps de le faire, là, parce que ça se fait toujours, évidemment, secrète, là, il y a peut-être bien des députés qui vont dire à leurs militants, là, écoutez, on va lui donner une petite leçon au Père Legault. C'est ça qui va arriver, probablement. Alors, c'est ça qui est la difficulté, en plus d'avoir la difficulté d'avoir réuni une coalition. Vous savez, une coalition, là, là-dedans, tu as toutes sortes de personnes. Tu as, des unionistes, tu as des réformistes, tu as des fédéralistes, tu as des péquistes là-dedans qui sont là. Bernard Drinville est l'exemple parfait. Alors, tu as des gens qui viennent de tous les horizons. Alors, c'est plus difficile de faire l'ensemble de ces gens-là facilement. Ça, c'est une première occasion que je voulais vous mentionner que M. Legault porte très mal son mandat et je pense qu'il va avoir de la difficulté à le finir. Et il n'est pas au bout de ses peines, malheureusement. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les citoyens parce que ça fait en sorte que des fois, quand on est trop préoccupé par son image, quand on est en politique, on a moins de soucis à administrer de façon adéquate et à écouter ce que les gens vont dire. Et d'autant plus qu'après avoir failli à cette promesse-là importante, ben, il ne faudra pas qu'il arrive avec des ben d'autres promesses bien fortes pour que le monde dise, ben, de toute façon, il ne tient pas ses promesses. C'est mal de partir un peu son mandat. Alors, on va lui souhaiter bonne chance quand même. Mais je sais que ça va être très difficile et ça revient à dire ce que je vous ai prédit déjà, que trop fort, c'est pas une bonne situation pour un gouvernement. Je voudrais prendre quelques temps pour parler un petit peu aussi d'éducation.
ceux qui ont écouté là, les médias d'information, on a vu l'acharnement d'une professeure qui s'est fait enregistrer par un parent et qui, sous prétexte qui gueulait après ses étudiants. Tout le monde a été sidéré d'entendre ça. Là. Puis c'est vrai que c'était épouvantable. On peut jamais. Moi-même, je suis d'origine un peu d'éducation, parce que c'était mes premières armes que j'ai faites là, dans ma vie, c'était d'être professeur. Et je peux même pas imaginer que c'est possible de crier après des étudiants comme ça et de faire en sorte que, puis d'autant plus que si quelqu'un crie après, je sais pas moi, un secondaire 2, 3, 4, là, il va tout de même frapper du dur un peu, mais crier après des enfants, là, c'est inacceptable. Maintenant, ça dénote quoi, ça? Hein? Moi, je ne suis pas en train de crucifier la personne qui l'a fait, là. Ça dénote qu'il y a un sérieux problème, là, dans le ministère de l'Éducation. D'abord, pourquoi il y a un sérieux problème? Malheureusement, là, je le dis comme ça, là, les parents aujourd'hui confient à l'État leur enfant trop de bonheur. Hein? On sait très bien, là, les personnes, il arrive un enfant dans la famille, ben, on a une carrière à faire. On veut poursuivre notre carrière autant du côté du père que du côté de la mère. Et là, bien évidemment, il faut trouver une garderie, il faut faire garder l'enfant. Et on embarque dans un système là, où on a de moins en moins de contact avec nos enfants. On les aime bien, nos enfants, là. On les a, puis on les aime. Mais on a peu de temps à leur donner. Et à partir du moment, bien, on les confie. Moi, je pense que quand on envoie nos enfants à l'école, là, on envoie, on les envoie à l'école, puis on confie au professeur notre autorité. On voudrait que le professeur agisse comme nous autres, on agirait avec nos enfants. Mais on conteste cette autorité-là de plus en plus. On est. Puis je ne parle pas de la fille qui a crié, là. Je ne parle pas de l'enseignante qui a crié, là. Mais on conteste aujourd'hui l'autorité. Ah, ben, l'enfant est plus roi que d'autres choses. Comme c'est l'enfant roi, il ne faut pas y toucher trop, il ne faut pas lui faire trop de reproches. Alors, vous savez, c'est pas pour rien que dans nos écoles, là, et je l'ai entendu à de multiples reprises depuis 2 ans, hein, les professeurs sont à bout de souffle, les infirmières sont à bout de souffle, les professeurs sont à bout de souffle. Les professeurs, y a-t-il quelqu'un qui va allumer au gouvernement, là? Quand il manque 3, 4, 5 000 professeurs, là, qu'on est obligé d'engager des gens, hein, qui sont un peu scolarisés, mais qui n'ont pas le diplôme nécessaire pour enseigner, hein? Y a-t-il quelqu'un qui va allumer au gouvernement pourquoi la profession de professeur est délaissée? Hein? Pourquoi ces derniers temps, il y a 3 à 5 000 professeurs qui ont quitté, qui avaient des brevets d'éducation, qui avaient des brevets d'enseignement, qui ont décidé d'abandonner la profession pour aller faire autre chose? Après tout, un professeur, c'est quand même une vocation intéressante. Moi, je le sais, je l'ai choisi, puis j'aimais bien ça. J'aimais tellement ça que finalement, à 3 fois que j'étais en politique, puis l'année scolaire commençait, j'avais toujours un petit pincement au cœur parce que je m'ennuyais un peu des élèves que j'avais connus, puis des élèves que j'aurais connus si je vais rester dans l'enseignement. Mais pourquoi qu'on n'a plus de plaisir à enseigner? Parce qu'on n'a plus d'autorité. Les professeurs n'ont plus d'autorité. Les professeurs ont plus ont de la pression continuellement. Les professeurs ne peuvent plus réprimander les étudiants normalement parce que ils vont avoir une visite de parents, ils vont se faire ils vont se faire une plainte à la commission scolaire. Il n'y a plus de commission scolaire, mais aux autorités scolaires, ils vont se faire des plaintes, etc. Et ils préfèrent laisser aller. Puis laisser aller, ben, quand il n'y a pas d'autorité, quand il n'y a pas de discipline, quand ça ne fonctionne pas, on n'est pas heureux là. Alors, est-ce qu'on va au moins allumer? On aura beau dire, bon, moi, là, je les écoute présentement, ils disent, ouais, mais s'il y avait un ordre professionnel pour les professeurs, ça changera
pas grand-chose. Pourquoi que ça ne changera pas grand-chose? Parce que le professeur, là, lui, là, il est suivi, là, il était suivi continuellement, là, puis il était souvent rappelé à l'ordre avec le système qui était mis en place. Là, on va rajouter une couche de ça, ça va donner quoi? Puis là, on va se dire quoi? Hein, quand même on procéderait à la radiation de 500 professeurs dans 17 ans, là. Il en manque déjà une couple de mille. Aujourd'hui, mon étudiant, mon jeune s'en va à l'école, là, il va tout de même avoir 3, 4 maîtresses, 3, 4 professeurs féminins durant l'année scolaire. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, il n'est pas juste gouvernemental. Le problème, il n'est pas parce que les étudiants ne sont pas intelligents. Le problème, c'est parce que le problème, c'est pas compliqué, c'est que les parents ne confient plus leur autorité à l'enfant. Et l'enfant, le moindrement qui est pénalisé, qui va se plaindre à son parent, on va faire une plainte aux autorités scolaires. Pourquoi ils traitent mon enfant comme ça? Alors, il va falloir qu'il se je ne veux pas revenir à l'ancien débat non plus, là, parce qu'il y a une évolution dans la société. Mais tu sais, c'est pas vrai que nos enfants en savent plus que nous autres, rendus à notre âge. Hein. Et quand j'entends du monde qui disent ouais, mais il faut que tout le monde soit égal dans la vie, ça ne sera jamais vrai, ça. Ça ne sera jamais vrai que tout le monde est égal. Et peut-être que la meilleure des méthodes était celle d'autrefois, c'est-à-dire placer des étudiants ensemble qui ont la même ou à peu près à l'égalité des valeurs pour tâcher. Dans ce temps-là, on va se rappeler le scientifique. Ça, c'était pour les bolés qu'on appelle aujourd'hui. Hein. Il y avait aussi le général, ça, c'était pour les gens qui pouvaient faire des métiers, là. Puis Dieu sait si on en a besoin des métiers, on ne peut pas tout faire des professionnels, parce que c'est pas vrai, tout le monde peut faire un professionnel dans la vie. Il peut exercer un bon métier, puis gagner bien sa vie, puis être un citoyen honorable. Hein? Et des personnes qui ont le plus de difficultés à l'école, là, il y aurait peut-être encore avantage à être dans une même classe avec des spécialistes particuliers pour tâcher des fins cheminées. C'est pas ça qu'on a voulu faire. On a voulu rendre tout le monde égal, pour pas froisser personne, etc. Ben, ça donne un système parfois qui est boiteux, puis on en est rendu là. Donc, tout le système d'éducation est à repenser. Avez-vous pensé jusqu'à quel point, là, on va être chambardé, même nous autres, dans nos vies, là, euh, quand on va, d'ici 2, 3 ans, être obligé de s'adapter à un nouveau système de santé qui ne produit plus ses effets, puis qui va changer carrément notre perspective d'avenir, qu'on est obligé de modifier complètement le système d'éducation parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne dans l'éducation. Beaucoup de courage, M. Legault. Meilleure chance. Voilà.